On va pouvoir aborder la dernière partie, notamment sur les différentes questions qui auraient pu être posées durant les interventions. Il y a aussi certaines questions qui nous sont venues directement lors de l'inscription au webinaire. Tout d'abord, Cédric, on avait une question qui t'était destinée. Euh, Comment on peut différencier la nutrition de l'alimentation? Alors, déjà, ça a été un peu dit par... Ah, on m'entend, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. D'accord, parfait. L'alimentation, grosso modo, c'est tout ce qui est alimentaire, c'est tout ce qui pousse, c'est les 7 groupes d'aliments. D'accord? Donc, c'est vraiment la matière première, alors que la nutrition, tout simplement, ça va être ce qui relève de couvrir les besoins nutritionnels de la personne. Donc, comme on l'a dit, hein, ça se recoupe un peu. L'alimentation, c'est ce qui pousse, si on peut dire. C'est les 7 groupes d'aliments, et la nutrition, c'est les besoins nutritionnels. On pourrait dire ça comme ça. Merci Cédric pour la réponse. On avait une question qui était plutôt destinée pour Thomas. C'est doit-on s'alimenter lorsque l'on augmente son activité physique, sa dose d'activité? Doit-on s'alimenter, c'est ça? Ouais, doit-on plus s'alimenter? Ah, doit-on plus s'alimenter? Oui, on va forcément avoir des besoins différents. Comme ça a été dit aussi plusieurs fois, en fonction du sport, mais aussi en fonction de la charge, du volume d'entraînement. Donc forcément, si on augmente notre charge d'entraînement, il peut y avoir des modifications, des adaptations à faire. Donc ça va être forcément au cas par cas. Ça va être à quantifier et à adapter en fonction de l'individu aussi qu'on a en face de nous. Merci Thomas. Il y a également une question qui nous est posée par Olivier. Cédric ou Thomas, je pense que vous pouvez y répondre. Est-ce que les lipides sont partie utilisés dès le début d'un effort? Alors oui, je ne sais pas si Cédric veut intervenir. Tu peux commencer, puis Cédric peut ajouter, il n'y a pas de souci. D'accord, pas de problème. Les lipides vont être utilisés en fonction de l'intensité de l'effort assez rapidement ou pas, ça dépend vraiment de l'intensité de l'effort. Il ne faut pas penser que c'est, encore une fois, binaire. C'est pas j'utilise les glucides, quand il n'y en a plus, j'utilise les lipides. C'est bien plus complexe que ça et les différentes filières énergétiques s'imbriquent en elles. Et donc, du coup, on va avoir une contribution des lipides qui va être, en fonction de la durée de l'effort et en fonction de l'intensité de l'effort, plus ou moins élevée. Mais on va en utiliser, ne serait-ce qu'en complément, assez tôt dans l'effort, si on est sur un effort peu intense. Et plus l'effort est intense, plus on sera plutôt sur des glucides, voire de la phosphocréatine, par exemple, dans les efforts anaérobie lactique. Je crois que Luc... Merci Thomas. Cédric, tu voulais apporter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, effectivement, surtout dans les sports d'endurance, on parle du sport à jeun. Effectivement, si on fait du sport à jeun, on va réduire ce temps d'utilisation des graisses. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, mais bien utiliser et pas faire n'importe quoi pour le sport à jeun, où il y a eu pas mal de mythes à ce niveau-là. Mais le sport à jeun permet de taper, comme on dit, davantage, enfin plus rapidement dans la graisse qu'en temps normal. Merci Cédric. Est-ce que Luc, tu voulais... j'ai vu que tu avais levé la main, tu voulais prendre la parole également? Je voulais rajouter juste une chose aussi, c'est que le métabolisme, en fait, ça dépend un peu du métabolisme de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, pour une même sensation d'effort, vont puiser dans un réservoir différent. Donc, c'est clair que des sujets qui sont très entraînés, bon, c'est clair que c'est plus facile, en endurance, c'est plus facile pour eux d'abord d'utiliser les graisses et de mettre en réserve le glycogène musculaire. Donc déjà, c'est un premier point positif, c'est-à-dire qu'avec l'entraînement, on arrive à des adaptations intéressantes. Donc d'arriver à courir peut-être plus vite en préservant le stock de sucre. Mais au départ, on n'est pas égalité au niveau génétique. Au niveau génétique, il y a des personnes c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont regarder des bonbons qui vont grossir et puis d'autres qui vont manger des crêpes toute la journée et qui grossissent pas. On n'est pas à égalité non plus là-dessus et pendant l'effort, c'est la même chose. On va pas puiser dans les mêmes réservoirs. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Luc.
On a aussi une autre question pour Thomas. C'est quelle recommandation pour l'alimentation de mon enfant sportif? Donc là, c'était plus destiné à un enfant. Est-ce qu'il y aurait des recommandations en termes d'alimentation? Alors, oui, il y a des recommandations. Après, c'est encore une fois, ça serait très très large. Je pourrais en parler pendant 2 heures, donc c'est assez compliqué de répondre à une question aussi large comme ça. Il y a des recommandations effectivement en fonction de l'âge de l'enfant, de son sexe aussi. Et il faudra, encore une fois, je me répète, mais individualiser. Là, je peux pas donner de réponse. Je sais pas si la personne attendait des chiffres ou des conseils précis. C'est difficile sur une question comme ça de répondre généralement. Et il y avait aussi une autre question, c'était combien de temps faut-il prévoir entre la fin du repas et le début d'une épreuve sportive, le temps pour la digestion? Ça, je pense que tu peux y répondre, mais également Luc ou Cédric, s'ils veulent. Oui, je crois que Luc a donné des réponses. Voilà, on entend souvent parler de la règle des 3 heures entre la fin de l'effort entre la fin du repas, pardon, et le début de l'effort. Attention, on parle bien du début de l'effort en général et pas du début forcément de la compétition. S'il y a un échauffement qui sollicite quand même suffisamment, il faut bien prendre en compte cet échauffement-là dans le timing. Et ça, c'est valable, comme Luc l'a dit, sur un repas principal, principalement un déjeuner ou un dîner. Si on est sur un petit déjeuner ou une collation, ça peut être 1h30 ou 2 heures. À adapter encore une fois. Moi, ça fait 10 ans que j'accompagne des sportifs, surtout en trail, en triathlon, et on en a qui vont avoir besoin de 2h30, 3 heures pour un petit déjeuner, et d'autres 1 heure, 1h30, ça leur suffira, en fonction aussi de la composition du petit déjeuner. Et si je peux me permettre, pour compléter ce qu'a dit Luc tout à l'heure, on peut faire un gâteau sport maison très facilement. Il y a de très bonnes recettes en ligne ou dans des bouquins. Donc, c'est pas forcément anti-écologique si on choisit bien la recette. Merci Thomas. Est-ce que Cédric ou Luc voulaient apporter d'autres choses? Non, c'est tout bon. Oui, juste, je disais sur les gâteaux sport, j'ai peut-être pas été très précis, mais c'est qu'on soit préparé ou acheté. Effectivement, l'avantage de ces produits-là, c'est qu'on peut le consommer dans 3/4 d'heure ou 1 heure avant un départ. Donc des fois, c'est assez efficace. Franchement, je connais pas les recettes qui existent, mais j'ai constaté une très bonne digestion de ces produits-là. Bon, après, il faut savoir que c'est quand même, il y a des nutritionnistes qui se sont penchés, des diététiciens sur la question, et la digestion de ces produits-là se fait vraiment très, très rapidement, et c'est assez bluffant par rapport à l'apport d'énergie que ça induit. Voilà. Merci Luc. Et pour rebondir aussi, on avait une autre question qui avait été posée. Je pense qu'elle était plutôt destinée lors de ton intervention. Est-ce que les lipides sont en partie utilisés dès le début d'un effort? Je crois qu'on a répondu tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit, c'est que moi j'ai parlé des métabolismes qui étaient différents d'un individu à l'autre, et que effectivement sur un effort qui va tout de suite être très intense, c'est vrai qu'on va plutôt aller sur une filière énergétique qui consomme des glucides, voire du phosphocréatine si c'est en anaérobie lactique, comme ça a été dit tout à l'heure, sur des sprints tout courts, mais sur un effort long à basse intensité, oui, forcément, on est plutôt sur un régime de consommation des lipides. Bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de se connaître et de savoir que finalement, il y a des personnes qui ne sont pas à égalité au départ. Il y en a qui vont plus être sur une consommation de lipides que d'autres pour une sensation d'effort identique. D'autres qui vont plus consommer des sucres. Donc, celui qui consommera plus de sucre, il va se retrouver peut-être en hypoglycémie plus rapidement s'il ne consomme pas d'énergie que l'autre. C'est pour ça que, dès le départ, il n'y a pas de recette miracle. Et chaque métabolisme est tellement différent. Et moi, je parlais aussi de l'entraînement qui permet quand même de repousser les limites d'utilisation des lipides dans l'effort. Ça, c'est clair, puisqu'on va mettre en place par l'entraînement quand même des solutions, notamment au niveau vasculaire, cardiovasculaire, qui font que on va aller plus facilement chercher, on va créer des autoroutes en fait qui relient les muscles qui ont besoin d'énergie au stock où elles se trouvent. Voilà, et en particulier les graisses, les lipides. Donc avec l'entraînement, on va, au lieu d'être dans la jungle avec un coupe-coupe, on va
réussir à créer des routes et des autoroutes qui vont permettre plus facilement l'utilisation des lipides. Voilà. Bah, merci Luc pour cette réponse. Cédric, lors de ton intervention, on a eu une question d'Olivier qui voulait, qui se demandait qu'entendais-tu par toxines quand tu parlais de ton intervention, qu'est-ce que c'est les toxines et est-ce que tu pouvais être un peu plus précis sur lors de ton intervention? Alors, les toxines, la première qui est produite c'est au cours de l'effort, c'est l'acide lactique. Donc, elle, c'est complètement une toxine, d'accord? Donc, le corps doit l'éliminer. Après, le CO2 est une toxine, à savoir aussi, d'accord? Donc, c'est un déchet, le CO2, c'est pour ça qu'on respire. L'acide lactique, on va l'éliminer davantage par les urines, le CO2 par la respiration. Et après, ça peut être les différentes toxines que vous avez dans l'alimentation. Comme je disais, si vous avez une alimentation plutôt non bio, il y a plein de toxines qu'on ne connaît pas encore les effets, mais notamment tous les additifs, quels qu'ils soient, les arômes artificiels, les conservateurs et tout ça, restent des toxines. Donc, elle n'aura pas probablement un impact direct sur votre rendement énergétique, mais elle peut quand même entraver s'il y en a vraiment beaucoup au niveau du foie. Le foie est quand même, même si c'est pas un muscle, il y a un organe qui fournit, qui est le socle de tous les métabolismes énergétiques. Donc même si c'est pas lui qui fournit l'effort comme le muscle, en fait, il pourrait quand même être déréglé. Voilà, tout simplement. Et des toxines, il y en a énormément. Très bien, merci Cédric. Là, on a une question qui nous est adressée. Je pense que vous trois pouvez répondre. Est-ce qu'il y aurait des conseils à donner, notamment en termes de livres, pour compléter vos différentes interventions, notamment sur la spécificité de la course de fond? Je ne sais pas si vous en connaissez certains. Oh oui, il en existe, c'est certain. Je ne sais pas si Luc ou Cédric voulaient prendre la parole. Il en existe spécifique à la course de fond. Je ne sais pas si c'est plutôt du coup une idée de triathlon, de trail ou d'ultra trail. On pourrait citer le livre de Guillaume Millet pour la préparation de l'UTMB par exemple. Il y en a des tas. Après, personnellement, j'ai participé, je suis co-auteur moi d'un livre qui s'appelle L'assiette du sportif, qui pour le coup est très pratico-pratique. Donc du coup, l'idée c'est d'apporter des réponses aux pratiquants de course à pied, qu'ils soient débutants ou à un bon niveau, pour justement savoir comment gérer avant une compétition, pendant, après, ses ravitaillements ou aussi la préparation, le quotidien, avec des recettes pour tous les moments de la journée, pour l'avant, l'après, le pendant la compétition. Voilà, mais il en existe pas mal. Je pense que Luc et Cédric pourront compléter facilement. Merci Thomas. Justement, Luc, tu voulais rebondir aussi? Moi, en fait, j'avais pas. C'était sur la question précédente, j'ai oublié de préciser quelque chose. Et sur les bouquins, je n'ai pas en tête de bouquins précis parce qu'il y en a effectivement tellement. Malheureusement, je ne saurais pas. C'est une question que j'aurais peut-être pu préparer à l'avant, j'aurais regardé dans mes références, mais là, comme ça, je ne saurais dire. Par contre, ouais, je voulais revenir juste sur les lipides, la question des lipides. Une chose que j'ai oublié de dire, parce que si jamais la question renvoie aussi à l'aspect de la perte de poids, par exemple, par rapport au sport, ou la perte de masse graisseuse. Il faut savoir que, parce qu'il y a souvent une erreur qui est faite, de dire, bon, si je veux perdre de la masse graisseuse, il faut que je fasse que de l'endurance de base pendant des heures. On a constaté quand même que sur des efforts de fractionnés assez intenses, d'abord très intenses, il y a aussi un résultat très efficace sur la perte de masse graisseuse, parce qu'en fait, le métabolisme au repos inhérent à ce genre de pratique, même si c'est plus court, si c'est plus intense, le métabolisme au repos va augmenter pendant la période d'intervalle entre un deuxième stimuli sportif. Et la résultante fait qu'il y a quand même une constatation de perte de poids en masse grasse, qui est aussi à ne pas négliger. Voilà. Donc c'est bien parce que ça permet de varier quand même les efforts, les exercices. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser concernant cet aspect-là. Très bien, merci Luc. On a fait à peu près
le tour des questions. Si vous en avez encore entre-temps, n'hésitez pas. Je vais juste rajouter quelque chose. Vas-y, c'est Cédric. Très rapidement, concernant les livres, moi je recommande pas de livres, on va dire que je presse pour ma paroisse, mais si vraiment vous allez voir un diététicien qui va vraiment étudier comment vous fonctionnez, il pourra vous dire après, vous allez comprendre par vous-même un peu quel type de livre vous pouvez faire parce que on vous aura déjà fait un programme alimentaire sur mesure. Des fois, le problème, c'est d'avoir des livres où justement, c'est un sportif qui l'a fait en fonction de son métabolisme et de comment il fonctionne. Et si vous calquez, comme on l'a dit, sur typiquement ce qu'il fait lui, certes, vous aurez quand même des informations, mais des fois, on pourrait trop prendre les informations de cette personne parce qu'elle réussit à cœur, et ce qui pourrait biaiser un peu. Donc moi, je conseille vraiment au début d'aller voir un professionnel pour faire vraiment bien comprendre et avoir quelque chose d'adapté à vous. Et après, on peut, par rapport à la réflexion que vous avez eue avec le diététicien nutritionniste, eh ben, partir sur des livres qui sont un peu plus en rapport avec votre fonctionnement. Après, il y a Anthony Berthoud qui a fait pas mal de choses, BERTHOU, qui est une bonne référence, je trouve, dans le domaine. Voilà. Si je peux citer une référence, je citerai Anthony Berthoud. Oui. Ok, merci Luc. On va passer à la dernière question. On a fait le tour. Si vous deviez donner un dernier conseil aux participants, quel serait-il? On va commencer par Luc, puis Cédric et Thomas. Ouais, s'il y a eu juste une chose à retenir, c'est parce que moi, c'est souvent des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne que faut-il que je prenne pour cette course? C'est tester avant d'essayer sur le jour J, quoi. Voilà, c'est ce que je dirais comme conseil principal. Je dirais exactement pareil, ne pas tester le jour J et du bon sens dans la provenance des aliments quels qu'ils soient. Voilà. Et pour ma part, alors je rejoins tout à fait du coup Luc et Cédric. Ça serait voilà du bon sens effectivement, de raisonner en fait d'un côté pratique et ne pas se prendre la tête sur des détails avant d'avoir travaillé sur le fond. Ne pas se prendre la tête avec tel micronutriment retrouvé dans tel super aliment, comme l'a dit Cédric au début, mais plutôt privilégier du coup la base avant d'aller sur des détails. Merci à tous pour ces trois petits conseils. Je pense qu'on a fait un peu près le tour du sujet. C'est vrai que le temps était un peu limité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous les faire parvenir par mail. Nous y répondrons sans problème. En tout cas, merci à nos trois intervenants du jour et également à notre médecin de ligue, Richard Joux, qui était présent. J'espère que ce premier webinaire a répondu à vos différentes questions. N'hésitez pas aussi à suivre l'actualité sur notre site internet ou notre page LinkedIn. Et sur ce, passez une très bonne soirée. Encore un grand merci à tous. Donc, nous allons clôturer ce webinaire. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir.